Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2024. Il est actuellement même pas 8 h du matin, il doit être 7 h 45, quelque chose comme ça. Et si vous voyez des petites têtes, enfin une petite tête se lever, vous entendez du bruit, etc., c'est parce que le seul jour que je pouvais avoir pour tourner les vidéos, ma nounou a décidé d'accueillir des pieds-mains-bouches au sein des 4 enfants qu'elle garde. Du coup, je ne veux pas qu'ils le chopent, donc je l'ai gardé. Donc voilà, je suis obligée de faire des vidéos avec cette petite chose qui va certainement me tourner autour et faire des petits bruits. Donc voilà, écoutez, on va regarder cette année ce que j'ai lu pour le Pumpkin. Enfin du moins pour le mois de novembre, parce que octobre et septembre, vous avez déjà eu les vidéos. Mais là voilà, c'est vraiment pour parler du mois de novembre et faire un bilan global du challenge. Donc en soi, ce mois-ci, j'ai lu moins que les 2 mois derniers. Parce que du coup, en septembre, j'ai lu 18 livres et en octobre, j'ai lu 21 livres. Et ce mois-ci, j'ai lu 11 livres pour le Pumpkin sur 12 programmés. Tout simplement parce que je pars à Paris, on part à Paris la semaine prochaine, donc forcément, ça enlève une semaine de lecture. Mais j'ai quand même bouclé ma palle. J'ai lu pas tout ce que j'avais prévu parce que c'est faux, il y en a que j'ai abandonné, il y en a que j'ai plus envie de lire, qui ont été remplacés, etc. Mais globalement, j'ai quand même assez respecté cette palle. Au mois de novembre aussi, il y a eu 2 abandons et un que je n'ai pas lu. Mais sinon, on va dire que les cases sont remplies parce qu'au final, sur les lectures prévues, j'en ai lu plus que ce que j'avais prévu. J'en avais prévu 42 au début du challenge et au final j'en ai lu 50. Donc pour moi le challenge est réussi parce que j'ai lu tout ce que j'avais envie de lire et ceux que je n'avais plus envie de lire, c'est pas grave, ils sont allés vers une autre vie. Donc voilà, c'est ça, donc 2 abandons, 11 livres sur 12. Et donc on va commencer directement par le premier abandon, du coup dans le automne frissonnant, la première catégorie. Pour le mot exorcisme, je devais lire les dossiers Warren. Et en fait, ça me donnait plus envie. Pourtant, c'était un livre que j'ai vraiment galéré à trouver. Et au final, au moment de le lire, je me suis rendu compte que j'avais plus envie. J'avais pas envie de me lancer dans les trucs documentés avec un foison de dates, d'infos. Voilà, j'avais pas envie de ça ce mois-ci. J'avais envie vraiment d'univers très fantastique et fantasy, et au final c'est ce que j'ai eu dans mes lectures, hein. Et voilà, donc voilà, c'était pas du tout dans le bon mood les dossiers Warren, et du coup j'ai préféré le donner à un Recycle-Livre. Ensuite pour le deuxième abandon, malheureusement, donc du coup sinon ça fait 3. C'était pour le crâne qui parle, donc la 3e sous-catégorie de automne frissonnant. Je devais lire Pâtisserie Bliss. J'avais le premier tome ici. D'ailleurs, il faut que je vire le tome 2. Je l'ai commencé et je l'ai abandonné à la moitié parce que c'était vraiment plus... Déjà que le premier ne m'avait pas super convaincu. Le deuxième, je l'avais déjà dit dans ma page, c'était vraiment pour voir si j'allais continuer la série ou pas. Et là, je me suis rendu compte que cette histoire n'était pas faite pour moi, malgré les nombreux intérêts que l'on partageait. Mais voilà, donc ce n'est pas une série que je continuerai, et c'est pas grave parce que de toute façon, je vais faire une vidéo où je vais vous parler de mes sagas. Donc en vrai, j'ai pas tant abandonné de séries que ça. J'en ai beaucoup plus terminé qu'abandonné. Mais j'en ai aussi commencé. Mais voilà, c'était plutôt une bonne solution en fait, de faire ça, je vais pas me forcer. Ensuite, pour la même sous-catégorie, le crâne qui parle, pour le mot alchimie, j'ai terminé une saga. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai lu le tome 8 et 9 de Night World. Donc ça, c'est bien. Du coup, c'est vraiment une série que j'ai terminée, que je peux ranger dans ma bibliothèque. Cependant, ce n'est peut-être pas une série que je garderai dans ma bibliothèque parce que c'était sympa sur le moment, mais c'est pas des coups de cœur, je veux dire. C'est vraiment des lectures, des petites romances qui passent très bien
de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là. Mais c'est pas non plus exceptionnel, je dirais. C'est pas comme la trilogie de Réveil du Feu ou les Hunger Games ou toutes les autres séries que je garde vraiment depuis très longtemps parce qu'elles me sont chères. Les Night World, c'était sympa. J'ai passé un très bon moment avec chacun des tomes. Même si parfois, bon, c'était un peu répétitif et tout, hein, mais c'était quand même sympa, mais pas à garder. Et du coup, alors le tome 9 apparemment ne serait pas le dernier. Apparemment, quand je regarde les avis, un tome 10 aurait dû sortir, mais il n'y a pas eu vent d'une sortie. Donc au final, on ne sait pas vraiment la fin de l'histoire, parce qu'il y a toute une certaine prophétie. Les éléments ont été trouvés pour cette prophétie, mais au final, on ne sait pas si elle va avoir lieu ou pas. Donc c'est une fin un petit peu bancale, quoi. Donc c'est un peu bizarre que ça se termine comme ça. C'est vrai qu'un tome 10 aurait été bien, du coup, pour savoir la prophétie, ce que ça allait donner, si ça allait vraiment être la fin du monde ou pas. Parce qu'au final, on nous balade depuis... je crois que ça a commencé depuis le tome 6, à avoir des gens, il faut avoir des gens mystérieux, des sectes, des conseils qui se font la guerre, pas la guerre. Donc on nous balade un petit peu, et puis au final, on n'a toujours pas la conclusion de cette prophétie. Donc voilà, c'était vraiment dommage. Mais comme j'ai dit, voilà, chaque histoire à part était un bon moment passé. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé savoir la fin comme beaucoup, je suppose. Ensuite, putain, je commence toujours par le bas de la pile. C'est fou, mais c'est normal, parce que vu que je les pose au fur et à mesure, forcément, les premiers que j'ai lus sont tout au fond, quoi. Faut pas s'étonner. Alors, hop, on va refaire la pile. Donc là, pour pas trop vous dire la longueur de la vidéo, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il reste 9 livres à vous présenter. Donc, au mois de septembre, je devais lire Brume de Stephen King pour la sous-catégorie des pancakes pour 11, pour la catégorie, enfin, pour le mot-clé science-fiction. Je devais lire Brume de Stephen King, je l'ai abandonné parce que j'avais pas accroché. Et du coup, ce mot-clé n'avait pas été remplacé en octobre. C'était pas prévu non plus en novembre. Et puis, j'ai reçu ce fantastique livre de David Walliams, qui est son dernier livre paru en France, du coup, Le Visiteur de l'espace. Donc, forcément, il était vraiment parfait pour ce mot-là, science-fiction. Donc, je l'ai intégré au Pumpkin alors qu'il n'était pas prévu. Il est sorti début novembre. Donc, forcément, je ne l'avais pas prévu. Mais du coup, David Walliams, c'est vraiment un auteur chouchou qui plaît autant aux adultes qu'aux enfants, et aux enfants de tout âge, parce que il a vraiment une plume et une façon d'écrire qui va plaire à tous les niveaux de lecture pouvant exister. Les tout petits qui n'ont pas encore vraiment toute la moralité en place, toutes les façons de penser, les valeurs, les savoir-vivre, etc., vont plus s'accrocher au côté humoristique de l'histoire. Après, plus on grandit, vers 10-12 ans, on va plus voir tout ce qui est relations amicales, relations familiales, le côté humoristique, etc. Quand on est ado et qu'on lit ce livre-là, on va voir un petit peu, on va découvrir vraiment le côté très historique des livres de David Walliams. Ils l'ont pas tous, mais par exemple celui-là, c'est la conquête de l'espace, donc la guerre entre les Américains et les Russes. Et par exemple, il y a un autre livre aussi, Le Monstre des glaces, où on va parler de l'ère glaciaire. Donc il y a ce côté historique qui va venir se rajouter. Et puis nous, en tant qu'adultes, on va voir tout ça d'un coup, et plus d'autres petites choses, d'autres petites subtilités qui se seraient glissées et qui ne seront pas forcément compréhensibles à la première lecture pour les plus jeunes. Donc vraiment, c'est un auteur qui va toucher tout un public de tout âge. Donc il faut pas se braquer sur le fait qu'il écrit de la jeunesse, donc c'est pour les jeunes. Non, c'est vraiment pour tout âge. À la bibliothèque, j'ai pas mal de livres de David Walliams, et je les ai conseillés autant à des adultes, autant à des enfants, dont un qui avait 13 ans mais qui n'avait jamais lu de roman encore, donc j'ai conseillé David Walliams. D'autres enfants qui lisaient un peu, mais qui voulaient lire des livres un peu plus gros, mais sans forcément être ennuyés par le nombre de pages, etc. Et en fait, c'est vraiment un livre qui touche à tout. Enfin, ce livre-là, mais comme tous les autres livres de la collection de David Walliams, parce que
on va dire la charte graphique est la même pour tous les livres, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'illustrations, les chapitres sont super aérés, on a beaucoup d'onomatopées, d'humour, donc c'est vraiment un auteur touche à tout. Et donc là, pour l'histoire, ça va être une jeune fille qui vit chez sa tante qui ne la chérit pas du tout. Et elle est passionnée par l'astronomie, par tout ce qui se passe dans l'espace. Et elle va être super inspirée par le premier astronaute russe, donc Yuri. Et un jour, une pleine nuit, il y a une soucoupe volante qui s'écrase dans son champ. Va s'en suivre du coup une aventure avec le visiteur de l'espace. Va y avoir vraiment plein de choses. Ça va tourner beaucoup autour de l'armée parce que du coup, forcément, il y a un extraterrestre qui va atterrir. Ça va beaucoup intriguer le gouvernement américain. Et il va y avoir plein de choses, et il y a pas mal de satire sur le gouvernement américain, le gouvernement américain. Il va y avoir pas mal d'ironie, de choses comme ça pour passer des petits messages en sourdine. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à chaque fois dans ces romans. Et donc ça, c'est vraiment un auteur que je conseille vraiment à tout le monde, parce qu'il y a pour tous les sujets aussi. On peut parler de relations familiales, on peut parler de la Seconde Guerre mondiale, on peut parler de l'Alzheimer, de vraiment plein de choses, du monstre des glaces, comme je vous ai dit, de l'éducation parentale avec Kruk. Voilà, c'est vraiment un auteur génial, et c'est le deuxième auteur dont j'ai lu la quasi-majorité des livres après Cassandra O'Donnell. Donc je pense que mon avis est assez sûr sur cet auteur, parce que jusqu'à présent, aucun ne m'a déçu. Il y en a qui ont eu plus d'affinité avec moi que d'autres, mais ça c'est comme tous les livres d'un auteur. Mais voilà, vraiment très bon. Ensuite, pour la catégorie Dimension parallèle, j'ai mis Scrox, Brax et Fin du monde de Nadine de Bertoli. Donc Nadine de Bertoli, c'est une autrice que je connaissais pour la maison... D'ailleurs, je vais la faire dédicacer pour Le village aux traits secrets et La maison aux 36 clés, et aussi pour sa petite série de première lecture, Le club des NCE, le club des nageoires et carapaces extraordinaires, je crois. C'est une petite série avec des animaux qui tournent surtout autour de l'écologie et tout ça. Et donc là, on va être dans un roman, donc chez Poulpe Fiction. Je connais aussi pas mal la maison de Poulpe Fiction, donc ce sont des petits romans qui sont assez courts, pareil, avec écrit gros, des illustrations, des chapitres courts. Voilà, donc ça c'est vraiment du roman jeunesse, parfait pour une petite légèreté. Donc là, on est avec deux jeunes enfants qui vont être enlevés par deux espèces d'extraterrestres différents pour sauver le monde et toutes les versions du monde qui existent, parce que dans cette histoire, on va beaucoup parler de dimensions parallèles, il existe des milliers et des milliers d'univers, on va dire un peu comme dans Marvel, là, avec le multiverse, voilà. Et donc du coup, chacun aura un pouvoir d'être un mauvais poète ou un bon poète, parce que pour éloigner la météorite qui menace le monde, il faut soit lui raconter une bonne poésie, soit lui raconter une mauvaise poésie pour la faire fuir. Donc chacun des rôles va être distribué à ces deux enfants. Et c'était pas mal, même si la poésie et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, donc j'ai pas forcément été touchée par ce qui a été raconté au niveau des poésies, parce que c'est quand même, je dirais pas que c'est souvent qu'il y a des poésies, mais c'est quand même récurrent. Et bon, les trucs de poésie comme ça, c'est comme les musiques, les paroles de musique qu'on met dans un livre, ça me touche pas forcément tant que ça. Mais c'était pas mal, c'était une bonne histoire avec une aventure. Ils vont passer par différents milieux de l'environnement. Ils vont devoir chercher différents objets, donc faire différentes quêtes. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai pas été super transportée par l'univers qui est quand même pas brouillon, mais il n'y a pas vraiment de choses concrètes à quoi s'accrocher et auxquelles on peut s'accrocher pour essayer de se fabriquer l'univers dans la tête. Donc voilà, c'était sympa. De toute façon, la plume de Nadine de Bertoli était vraiment super, hein. J'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'était, je pense, un 4 sur 5, un petit 4 sur 5.
Voilà, parce que voilà. Mais du coup, celui-là aussi, je pense qu'il partira avec les Night World. Parce que maintenant que je n'ai plus mes rayonnages que j'avais dans mon ancienne maison et que j'ai de nouveau des bibliothèques, il faut que j'économise au maximum de la place. Donc voilà, quand j'ai des livres que j'ai bien aimés, mais que bon, bah, ouais, les avoir ou pas dans ma bibliothèque, ça me dérange pas tant que ça. Mais je préfère les donner et on n'en parle plus. Pour la sous-catégorie des pancakes pour 11, toujours, j'en ai lu 3 dans cette sous-catégorie. Pour le mot-clé espionnage, j'ai mis noblesse oblige. Donc noblesse oblige, au début ça m'a fait vraiment très très peur parce que on va dire que la bonne première moitié c'était vraiment du copier-coller de la sélection de Kirakas. Donc comme je disais, parce que j'en ai parlé sur Instagram et j'ai eu quelques retours suite à ma story. Donc en fait, si on n'a pas lu la sélection, c'est sûr que c'est vraiment un concept un petit peu innovateur. Qui plaît et je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour. Mais quand on a lu la sélection, eh ben c'est vraiment tout pareil. Une roturière qui a été sélectionnée alors qu'elle ne s'y attendait pas, elle va découvrir la vie de palais, elle va être la préférée, la chouchoute du prince, va y avoir toutes les tensions entre les autres candidates. Il va y avoir toutes les séances où elle va se faire pomponner, où elle va devoir être devant les caméras, jouer le scénario, va y avoir Enfin, c'est vraiment du tout vu, tout cuit, tout pareil que à Kirakas. Il y a rien qui était différent. D'autant plus qu'elles avaient aussi, dans la sélection, elles avaient le même rôle d'espionne. Toutes les deux étaient un petit peu enfin, elle est sans lettres, dans la rébellion. Donc, vraiment, c'était tout pareil. Et du coup, arrivé à la moitié, je me dis, mais putain, il faut que ça change, là, parce que c'est vraiment tout pareil. Et au final, heureusement que ça a pris notre route, et que c'est parti dans quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus... qui tirait plus du côté du thriller que vraiment de la dystopie comme ça. Donc là, on va vraiment après partir dans des histoires de meurtres, de violences sexuelles, de violences physiques, voilà. On est parti dans ce côté-là. Heureusement, du coup, pour le côté, pour pas que ça soit exactement la même histoire que la sélection. Mais bon, pas heureusement, parce que c'est comme des sujets assez durs, donc faut pas que tous les lecteurs se jettent dessus. Mais j'ai bien aimé, du coup. J'ai bien aimé cette lecture. Pourquoi pas, j'ai vu qu'elle a annoncé qu'il y aurait un tome 2, pourquoi pas le lire. Mais je me jetterai pas dessus non plus, parce que en soi, c'était pas un coup de cœur. Hein. C'était pas un coup de cœur. C'était sympa. Heureusement, quand je vous dis que ça a rattrapé par la suite. Le personnage de Gabrielle était pas mal. Je me suis pas forcément super accrochée à elle, mais son histoire m'intriguait quand même. J'avais envie de savoir ce qu'elle allait devenir. Donc heureusement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence vers la fin pour Antoine. Ça m'a un petit peu perturbée, et pour Léon aussi. Donc bon, apparemment, on va dans le deuxième tome suivre un peu plus l'histoire de Félix. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'au final, on l'a vu très rapidement. On sait qu'il est bon, mais on n'en sait pas plus. Donc le tome 2 sera bienvenu, je pense. Et autre chose aussi qui était un petit peu dommage, c'est que en fait, on se retrouve dans les années d'aujourd'hui, mais... Enfin, c'est en 2024, mais avec le même train de vie qu'avant la Révolution française. Parce que justement, on nous dit que la Révolution française n'a pas eu lieu, et du coup, en fait, leurs habitudes n'ont pas changé, et ont continué jusqu'à 2024. Mais du coup, ils n'ont pas forcément expliqué tout ce côté historique-là qui aurait été vraiment super intéressant de comprendre. Pourquoi la Révolution a flanché, enfin voilà, expliquer un peu plus ce côté-là, pour vraiment mettre le cadre, parce que du coup on n'a pas de date, on ne sait pas en quelle année on est vraiment, après on le comprend, mais du coup on nous parle de Révolution française, on nous parle d'un train de vie, voilà, à la Louis XVI, toujours dans les mêmes conditions qu'à cette époque, mais avec des ordinateurs, avec des écrans, avec une technologie un peu plus avancée que la nôtre parfois. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. C'était juste un petit peu bizarre, ça aurait été bien de l'éclaircir un petit peu plus. Mais voilà. Mais je pense que avant de lire le tome 2 l'année prochaine, je pense que je préférerais continuer la sélection.
Voilà. Mais je me jetterai pas sur le tome 2, je le lirai, mais ce ne sera pas un achat obligatoire, quoi. Voilà, là, je préférerais du coup me concentrer sur la sélection. Ensuite, j'ai lu L'étrange manoir de Hoarder Hill. Donc ça, ça fait partie d'une de mes reliques de ma palle. Du coup, c'était une histoire un petit peu frisson, un petit peu d'horreur, etc. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Dans un manoir inquiétant, avec des histoires de famille un petit peu de bancal, on va dire. Avec un tour de magie qui s'est mal passé, en fait. Donc c'est le grand-père qui a fait disparaître sa femme. Donc on suppose que c'est de sa faute. Et puis au final, ses petits-enfants vont enquêter durant les 2 semaines de vacances qu'ils vont passer chez lui. Et vont se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas vraiment de sa faute. Quelqu'un avait trafiqué le tour, sans forcément vouloir que tout se passe mal, mais on va dire un petit peu de jalousie, quoi. Et donc c'était pas mal parce qu'il y avait pas mal de découvertes, il y avait pas mal de petites choses magiques qui se passaient. Donc c'était à la fois frissonnant, à la fois magique, donc pas forcément terrifiant. Je pense notamment à 2 personnages que l'on va rencontrer, une carpette ours et une tête de cerf, qui vont avoir la capacité de parler. Et je pense que ce sont mes personnages préférés parce qu'ils ont une amitié avec un amour un peu vache, mais tout en étant très loyaux entre eux. Donc ces 2 personnages-là m'ont vraiment fait battre mon petit cœur. Je les ai beaucoup aimés, plus que les enfants que l'on va suivre durant l'enquête. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une bonne histoire frissonnante. Voilà, je pense que celui-ci, je vais le garder parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment très bien. Voilà, j'ai rien de mauvais à dire là-dessus. Tout se passait très vite. Il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de ralentissement dans le rythme, etc. Parfois même, c'était très rapide parce qu'en fait, au plus ils enquêtaient, au moins il restait 2 jours à passer dans la maison. Et donc du coup, ils devaient se dépêcher pour découvrir la vérité avant qu'ils ne repartent. Ensuite, l'autre abandon, du coup, donc c'est dans Automne douceur de vivre, la délicieuse malaventure de Sadima. Je devais lire pour le mot-clé adolescence fun play. Pareil, ça me donnait plus du tout envie. Ça faisait un petit moment, vu tous les tris que je fais très souvent dans ma palle, dans ma bibliothèque. Ça faisait quelques fois où il passait vraiment à un poil près de partir. Et au final, là, ça a été décidé parce que, vu que j'ai fait pas mal d'achats, j'ai renouvelé ma palle, j'ai quasi plus aucun livre ancien. C'est que des nouveaux livres que j'ai achetés cette année. J'ai plus de livres de 2 ans ou 3 ans avant. Et il me restait plus que lui. Sauf que ça me disait plus du tout. Tout simplement, ça me disait plus du tout. Et du coup, je l'ai redonné aussi à Recyclivre. Voilà. C'est pas une série que je lirai. Même si je sais qu'il y a le préquel qui est sorti. Là, on en fait toute une pub, etc. Mais bon, ça me disait pas tant que ça. Et puis au final, à la place, j'ai lu un autre livre qui était vraiment parfait pour moi. C'était Simon Thorne. Le tome 2, mais du coup, je vais pas vous parler du tome 2 avant de parler du tome 1. Donc voilà, on va d'abord parler du tome 1 et je vous parlerai à la suite du tome 2. Pour 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Normalement, je devais lire Harry Potter 7. Sauf que, vu que je partais à Paris, ça me stressait trop de ne pas avoir le temps de lire Harry Potter avant de partir à Paris. Du coup, je l'ai mis de côté. Et j'ai lu, du coup, d'autres romans à la place. Et là, je suis en train de lire plein de BD. Donc, voilà, parce que ça me stressait, en fait, de partir et de pas l'avoir fini. Parce qu'en fait, j'aime pas commencer un livre quand je ne suis pas sûre de quand je vais le terminer, parce que du coup, il va rester en pause et tout, et j'aime pas ça. Donc, j'ai lu d'autres livres cette semaine. À la base, je devais lire Harry Potter cette semaine, là, du 20 au 24. Sauf que j'ai pas le temps, voilà, comme là, j'ai des imprévus. Normalement, j'aurais toute la journée pour lire, faire des vidéos, faire des trucs et tout, sauf que du coup, je suis obligée de garder le petit. Et du coup, je me suis dit, je lis autre chose. Et Harry Potter 7, soit je le prends avec moi à Paris, et je le lis un peu tous les soirs, parce que vu qu'on sera tous les 3 dans la même chambre,
qu'il faut qu'il dorme, et ben on regardera pas forcément la télé, on fera pas forcément de choses, etc. Donc j'aurai un peu de temps pour lire. Dans la voiture aussi, enfin voilà, pendant les siestes, parce qu'il faut qu'il fasse la sieste aussi l'après-midi. Donc je pense que j'aurai un peu de temps pour le lire. Et puis bon, là j'aurai pas le stress, j'aurai toute la semaine pour lire Harry Potter. Mais auquel cas, Harry Potter, de toute façon, il me reste que le tome 7. L'objectif de 2024 était de lire Harry Potter dans l'année. Donc si je ne le lis pas la semaine prochaine pour le mois de novembre, je le lis en décembre. C'est pas grave. Le but c'est de le lire en 2024. Donc tout ça pour dire que Harry Potter 7, du coup, je l'ai remplacé par Woodwalkers, le tome 3, donc de Katja Brandis. C'est une histoire allemande à la base, qui a été traduite donc, en français. Par contre, c'est une histoire où il y a 9 tomes et il n'y a que 3 tomes qui sont parus. Et on n'a aucune info pour savoir si le tome 4, 5, 6, 7, 8 vont être traduits aussi. Je sais que celui-là, il est paru cette année, je crois, en début d'année. Donc j'ai un peu d'espoir que s'ils sortent le tome 3 en 2024, que la suite va suivre toutes les années et tout. Mais bon, ça veut dire qu'on aura le fin mot de l'histoire que dans 9 ans, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, s'ils sortent le tome 4 en 2025, ça fait 1 an entre chaque et tout. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué de tenir la longueur. Et c'est dommage parce que c'est typiquement le genre de série où si vous avez tous les tomes traduits en français, c'est un peu comme du Night World, même encore mieux parce que bon, ça c'est plus dans mon type de lecture que Night World. Mais c'est vraiment le type de série où vous pouvez vous prendre un tome par mois par exemple et vous passer un très bon moment, quoi. C'est le type de livre doudou. Et du coup, là, me dire que ça va être long, quoi. Ça va être long pour avoir la fin de l'histoire. C'est dommage. Après, c'est de ma faute. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à lire en anglais, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour faire la courte, Woodwalkers, c'est l'histoire de Karag qui en fait est un woodwalker, c'est-à-dire qu'il peut se transformer soit en animal soit en humain. C'est un puma et dans le premier tome il va se faire démarcher pour rentrer dans une académie que pour les woodwalkers et il va y avoir un espèce de méchant, un Andrew Willing qui déteste, qui est aussi un woodwalker, qui déteste les humains et qui va faire tout et n'importe quoi pour créer la plus grosse armée et rentrer en guerre contre les humains, ce à quoi Karag et toute l'académie se confrontent. Voilà, c'est typiquement le genre d'histoire un petit peu basique, mais j'aimais beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup l'ambiance, donc voilà, j'espère que la suite ne tardera pas trop. Ensuite, autre chose, au mois d'octobre, je n'ai pas pu lire un livre parce que la bibliothèque ne l'avait pas reçu parce qu'il a jamais été retourné par l'adhérent. Et en faisant un tour de bibliothèque début novembre, je l'ai trouvé dans une autre bibliothèque. Il s'agit de Plume et Dragon. Plume et l'ombre du dragon. C'était une histoire qui me faisait beaucoup envie parce que le pitch m'attirait beaucoup, la couverture aussi était super prometteuse, je trouve. Et au final, c'était plus un récit, un conte initiatique qu'une véritable aventure parce que ça va vraiment tourner autour du deuil d'une petite fille qu'elle va faire de sa mère. Et ça va tourner beaucoup autour de ça. Ça va être beaucoup plus poétique parce que on va parler de l'ombre, de la lumière, du lien entre les deux, de l'acceptation de soi, de l'acceptation de ce qui t'arrive, d'être en paix avec toi-même, etc. Ça va vraiment être beaucoup dans le spirituel, dans la poésie et tout ça, et ça c'est pas quelque chose qui me touche forcément, ou alors il faut vraiment que ça soit mêlé à beaucoup d'aventures et que ce soit mis de manière harmonieuse, pas juste un conte initiatique comme ça. Donc, ouais, c'était bien sur le moment, mais une fois que j'ai terminé le livre, ça m'a pas laissé grand-chose, quoi. Donc au final, je pense que c'était pas une grande perte si je ne l'avais pas lu en octobre. Ensuite, pour automne crépusculaire, pour le mot mort, j'ai lu La maison aux 52 portes. Alors, je l'ai lu en octobre, mais il était prévu pour novembre. Mais je tiens quand même à en parler un petit peu. Donc c'est un petit livre de Evelyne Brissou-Pellen. Vraiment un tout petit livre.
trop petit même, parce que ça passe trop vite. C'est une jeune fille qui va arriver dans une maison où il y a apparemment 52 portes. Elle va se mettre en tête de les chercher, de les compter toutes, parce que ses parents sont super occupés pour s'occuper d'elle. Et elle va se rendre compte qu'il y a un fantôme qui habite ici, qui date de la Première Guerre mondiale. C'était pas mal, mais c'était trop court. C'était une histoire qui était vraiment super prometteuse, avec un thème en plus super fort, la Première Guerre mondiale. Donc oui, c'était un peu court pour ce que c'était et ce que ça pouvait être. Voilà, mais c'était pas mal. Ensuite, ma nouvelle série chouchoute, mais là aussi je me suis embarquée dans un truc, je sais pas pourquoi. Donc j'avais mis pour le mot-clé transformation Simon Thorne 1 et j'avais mis pour le mot-clé adolescence Simon Thorne 2. Voilà. Donc c'est la fameuse trilogie que je me suis achetée cette année, enfin même pas cette année, c'était il y a 2 mois je crois. Donc je me suis acheté les 3, sauf qu'en fait c'est pas une trilogie, il y en a 5. Voilà. Donc le premier tome je l'ai vraiment bouffé et je les ai lus quasi à la suite, ou peut-être un livre entre pour pas me dégoûter du genre. Donc j'ai fait lui, j'ai lu un livre, j'ai lu le 2, j'ai lu un livre et j'ai lu le 3. Donc ce sont des courtes fantasy, mais vraiment génialissimes. Là encore, le thème va vous sembler rébarbatif, mais ça tourne autour d'humains qui peuvent se transformer en animaux et des animalgames. Du coup, il va y avoir toute une histoire entre 5 royaumes, un roi qui a foutu le bordel il y a quelques siècles, et s'il y a des héritiers existants, ces héritiers auront hérité du pouvoir du roi animalgame qui détient le pouvoir de se transformer en tous les animaux qu'il veut, ou du moins qu'il aurait touché avec son sceptre. C'est-à-dire que quand le roi touchait un animalgame avec son sceptre, il absorbait le pouvoir de sa transformation. Et donc du coup, ce roi a foutu le bordel, les 5 royaumes se sont ligués contre lui, et là, je sais pas combien de siècles après, eh bien, c'est mon fils qui s'installe pour lire. Eh bien là, les clans des mammifères et des oiseaux vont à nouveau se tirer un peu sur la gueule pour savoir qui c'est qui va avoir le sceptre, etc. Simon Thorne va avoir le rôle primordial dans cette histoire. Et c'est super, super, super addictif. Il y a énormément de dialogue, donc énormément d'échanges, énormément de développement sur les personnages. On découvre quasi à peu près tous les royaumes, donc c'est vraiment super, super, super entraînant. C'est typiquement le genre de série que j'aime, mais il n'y a que 3 tomes qui sont sortis en France sur les 5. Sachant que le tome 3 a été sorti pas récemment. Il a été sorti en 2018, donc j'ai très peu d'espoir que 6 ans après, le tome 4 sorte. Donc, c'est vraiment super, super dommage de faire ça. Je ne sais pas pourquoi les maisons d'édition font ça. Si vous vous engagez à traduire une série, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en plein milieu du tome 3 pour 6 ans après ne toujours pas sortir le tome 4, quoi. Il en reste plus que 2, 4 et 5. Et d'autant plus que à peu près chaque tome, ça correspond à un royaume. On a le royaume des oiseaux, on a le royaume des mammifères, des serpents, le royaume des océans. Donc il nous reste le royaume des insectes à avoir. Et après le tome final, le tome final, je ne sais pas ce qui va se passer justement. Et je ne sais même pas si je le saurai un jour. Et pourtant c'est une histoire qui me plaît énormément. Et du coup, ben voilà. Et ça c'est vraiment un truc qui me gonfle de me dire qu'on n'aura jamais la suite. Et que t'as pas le choix que de lire en anglais si tu veux lire la suite, mais si tu ne sais pas lire anglais ou que tu n'as pas le temps d'apprendre l'anglais, au final, ton histoire, tu ne sauras jamais la fin. Et bon, après, c'est de ma faute. J'aurais dû me renseigner et voir qu'il y avait 5 livres, mais en faisant le minimum de recherche, on ne te parle pas de 5 livres, on te parle que de ces 3-là. Donc, voilà. Il faut vraiment faire gaffe maintenant dans le monde de l'édition, parce que soit t'es pas au courant que c'est une série et du coup tu te retrouves à devoir acheter des tomes, soit t'es au courant que c'est une série mais t'es pas au courant du nombre de tomes qui sont traduits et des tomes qui ne seront jamais traduits. Donc voilà, c'est vraiment super dommage parce qu'elle avait énormément de potentiel. C'était pas un coup de cœur, je peux pas dire que c'est un coup de cœur vu que j'ai pas la suite. Donc je ne peux pas savoir si la suite m'aurait plu. Mais en tout cas, là, les 3 premiers tomes m'ont vraiment super plu. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Il en faut bien un dans chaque vidéo. Ensuite, mon chouchou. J'ai lu le tome 13 de Journal de Gertie.
Alors je me suis fait un peu avoir, hein, parce que je l'ai commandé, j'avais super envie de le lire, sauf que dès que la librairie m'a appelé pour me dire qu'il l'avait, eh ben, mon mari s'est jeté dessus. Donc j'ai dû attendre encore 3 jours supplémentaires pour pouvoir le lire, parce que mon mari le lisait. Voilà. Mais Journal de Gertie, c'est vraiment un auteur que j'adore, plus. Ces personnages dans le Journal de Gertie ou dans Tête de Fesse sont vraiment géniaux, sont vraiment super bien travaillés, chaque histoire est différente. Là, on va parler vraiment de la jalousie, on va parler de ce que c'est que d'être en couple, de pas être en couple, de ce que c'est d'être amoureuse, la différence entre être amoureux et être ami, la jalousie entre copines quand il y a un garçon qui est là au milieu. Donc ça commence à devenir un petit peu plus des thèmes adolescents. Super intéressant et j'espère que ça c'est une série qui se tarira jamais, bien que je sais qu'un jour ça sera terminé parce que une série n'est pas éternelle sauf la guerre des clans. Mais vraiment, ça, c'est une série que je conseille vraiment à tous les petits à la bibliothèque. Et c'est vraiment génial pour faire un petit peu le topo. C'est Gertie, une petite chienne donc, que vous voyez ici, qui vit d'habitude à Paris, mais qui, à chaque vacances scolaires ou non, descend en Provence à Aix. Dans leur maison de vacances, voilà. Et là-bas résident du coup tous les copains de vacances de Gertie, dont Fleur, il y a Stéphanie, il y a l'écureuil qui fait Gigi, et il y a Tête de Fesse. Et là, en fait, c'est un petit peu la suite du tome 10 qui est Vacances en Angleterre, parce que Gertie va rencontrer on va rencontrer un autre chien qui s'appelle Foggy, qui est le même qu'elle en fait. Et donc du coup voilà, c'est une histoire, on va savoir s'ils sont amoureux ou pas, voilà. Mais c'est super bien. Donc ça, je vais le garder précieusement, le mettre dans mon sac que vous voyez là, c'est le sac de livres que j'emmène en dédicace à Montreuil, parce que du coup, évidemment que je veux que Bertrand Santini nous le signe. J'ai déjà fait mon petit calendrier de dédicace pour savoir où est-ce qu'il sera et à quelle heure. Ça va un petit peu psychopathe, mais c'est bien. Ensuite, du coup, le dernier livre, et on en a terminé avec ce Pumpkin Autumn Challenge pour toujours automne crépusculaire, pour la sous-catégorie La chute de Laure Hellé. Je devais lire pour le mot-clé mémoire La Bête et Bethany, tome 3. Donc je devais le lire, sauf que en fait j'ai reçu le livre qu'il y a 2 jours. Donc c'était pas je peux pas le lire tout simplement. Donc à la place j'ai mis Les Enfants de l'Albâme que j'avais lu un jour avant de le recevoir. Donc Les Enfants de l'Albâme, c'est une série aussi que je termine ce mois-ci. C'est le tome 6 et donc Les Enfants de l'Albâme, c'est vraiment... Alors j'ai quand même assez eu du mal parce que c'est vraiment très rapproché au niveau du scénario des Enfants de la Résistance. Et du coup, même là, ça faisait un petit moment que j'avais lu le tome 5. Et là, en me plongeant dans le 6, il fallait vraiment que dans ma tête, je différencie les 2 histoires parce qu'elles sont vraiment assez similaires. Donc c'est durant la Seconde Guerre mondiale, donc on va parler de résistance, on va parler des maquis. J'ai appris énormément de choses sur les maquisards. C'est parce que la région de Savoie, des Alpes, etc., c'est quelque chose qui me passionne, on adore y aller là-bas. Et du coup j'ai vraiment super apprécié d'apprendre autant de choses sur cette région que j'aime énormément, et puis des choses que je n'étais pas au courant qu'on ne t'apprend pas à l'école forcément, parce que ce sont vraiment des tout petits détails. Et du coup c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. C'est une série que j'ai conseillé d'acheter à la bibliothèque, et du coup ça a été fait. Et du coup elles l'ont acheté, les 6 tomes sont présents du coup maintenant dans notre bibliothèque. Mon fils fait la vache. Donc voilà, c'est vraiment une super histoire pour découvrir la Seconde Guerre mondiale, autant que Les Enfants de la Résistance. Bien que Les Enfants de la Résistance, c'est soit BD, soit roman, mais les romans sont quand même plutôt des premiers romans. Là, on est sur du vrai roman. Pas forcément énorme, mais au niveau de la mise en page, voilà, c'est vraiment un roman. Il faut être un petit peu expérimenté dans la lecture pour les enfants pour se lancer là-dedans. Parce que même... Au niveau de l'histoire, il faut quand même bien suivre, il faut bien se remémorer tout ce qui s'est passé dans la frise chronologique pour pas perdre le fil. Et donc je pense que c'est une série qu'il faudrait vraiment lire, pas trop éloigner les tomes les uns des autres. Parce que voilà, il y a vraiment des événements historiques qui se passent, et vu que c'est un moment dans l'histoire où il y a eu énormément de changements dans le gouvernement, de changements
garde royale, de GMR, de milice, de Gestapo. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Et il faut vraiment suivre pour savoir qui est devenu quoi, qui fait quoi, mais qui est qui. Enfin voilà. Historiquement parlant, c'est vrai, c'est juste, ce sont des faits concrets, ça a été suivi parfaitement sur la frise chronologique, mais il y a vraiment beaucoup de choses à emmagasiner. Donc voilà, c'est un roman pour les enfants, mais je pense qu'il faut avoir quand même une certaine capacité de mémoire et de compréhension assez poussée. Voilà. Voilà, donc pour moi c'était parfait, vraiment. Mon copain, pourquoi tu viens jouer alors que je t'ai dit qu'il faut pas faire de bruit? Donc pour moi, c'est vraiment une histoire parfaite historiquement parlant, au même titre que Les Enfants de la Résistance, bien que, comme je vous dis, c'est un peu plus poussé, donc il faut un peu plus d'expérience de lecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce Pumpkin Autumn Challenge. Une année de plus, l'année prochaine, je serai encore au rendez-vous. Mais du coup, voilà, pour ce Pumpkin, ça fait 50 livres en tout. Ma palle a super bien baissé. Je vais vous dire combien de livres j'ai lu de ma palle. Bon, ça me fait bien au moins 30 livres en moins dans ma palle sur les 50. Les autres, c'était vraiment des emprunts ou des emprunts. Ou des prêts entre adhérents et bibliothécaires. Voilà. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que ça a donné sur le Pumpkin Autumn Challenge cette année. En tout cas, voilà, pour moi, c'est carton plein. J'ai lu tout ce que j'avais à lire, c'est génial. Et maintenant, du coup, je me retrouve avec une palle de 66 livres seulement avant Montreuil. Donc c'est vraiment du pain béni. Je ne pensais pas avoir une palle aussi basse en fin d'année. Donc c'est vraiment génial. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.